Voilà, donc je suis très heureux de vous faire cette conférence qui s'intitule « La méthode des cas critiques, une façon originale d'étudier la jurisprudence ». Donc c'est une conférence qui est complémentaire d'une conférence doctorale que j'ai déjà donnée il y a 2 ans, et dont la vidéo d'ailleurs est disponible sur YouTube, qui s'appelle « Comment construire un concept juridique ». Donc en réalité, on est toujours dans la même problématique de la construction d'un concept juridique. Donc c'est toujours la même question qu'on se pose. Sauf qu'aujourd'hui, je vais ajouter une précision très importante qui tient non pas aux règles logiques de construction d'un concept, c'était plutôt les règles qui avaient attiré mon attention lors de la première conférence. Donc, dans la première conférence, je m'étais interrogé sur une logique de la construction des concepts. Donc, tandis qu'aujourd'hui, on va plutôt s'interroger sur les données. C'est-à-dire à partir de quelles données je construis mon concept. C'est-à-dire à partir de quels matériaux, on pourrait dire empiriques, j'élabore mon concept juridique. Alors, principalement, ce que je vais vous dire concerne les thèses de droit positif. Il est possible d'adapter ce que je vais vous dire pour d'autres types de recherches. Donc ça fera peut-être l'objet de la discussion entre nous, mais principalement ce sont pour des thèses de droit positif. Alors qu'est-ce que j'entends par des thèses de droit positif? J'entends par des thèses de droit positif justement des thèses qui portent sur la jurisprudence. Donc si vous étudiez la jurisprudence, ce qui est quand même la majorité des cas dans les thèses aujourd'hui, que ce soit une jurisprudence actuelle ou une jurisprudence ancienne, passée, eh bien nous sommes au cœur du sujet. Donc la question à laquelle je veux répondre, c'est à partir de quelles données? C'est-à-dire, soyons très concrets, quand on fait une thèse, combien est-ce qu'il me faut de décisions de justice pour écrire ma thèse? Est-ce qu'il m'en faut 50, 100, 200, 300, 500? À partir de quel moment je m'arrête dans la collecte des données? Alors sachez qu'en moyenne, mais c'est qu'une moyenne, hein, en moyenne, une thèse comporte à peu près 300 arrêts, ce qui est déjà considérable. Mais ce n'est qu'une moyenne. Mais la question, c'est de toute façon, où est-ce que je m'arrête? C'est-à-dire, est-ce que je dois m'arrêter à 300 piles ou si je suis à 299, est-ce que je dois absolument trouver le 300e arrêt? Bon. Donc, j'insiste d'emblée sur les enjeux qui s'attachent à ce type de questions. J'en ai listé 5, ce n'est pas les seuls, mais ils font partie des 5 enjeux majeurs qui s'attachent à la résolution de ce problème. Le premier enjeu, il est strictement pragmatique et il vous intéresse directement, c'est le temps. Parce qu'au plus vous passez votre temps à chercher de la jurisprudence, eh bien potentiellement, au plus vous perdez du temps pour faire votre thèse, c'est-à-dire combien de mois il vous reste, je ne vais pas dire à vivre, mais à chercher. Combien d'années peut-être vous allez encore faire de la recherche de jurisprudence? Donc combien de temps, pendant encore combien de temps vous allez recueillir les données? Si vous savez à partir de quel moment vous arrêtez, vous saurez à partir de quel moment vous pouvez mettre le recueil de données en arrière-plan de votre recherche et vous consacrer à l'élaboration de la proposition centrale de votre recherche ou du concept de votre thèse. Donc premier enjeu, un enjeu pragmatique. Deuxième enjeu, un enjeu méthodologique. Un enjeu méthodologique parce que la pertinence de votre thèse résulte en partie, mais pour une partie importante, de la pertinence des données. Donc il faut savoir quelles sont les données pertinentes pour élaborer un concept juridique. Autrement dit, comment est-ce que vous faites pour savoir que tel arrêt est un arrêt essentiel pour votre recherche, tandis que d'autres ne seront considérés que comme des arrêts moins importants, voire accessoires, voire secondaires? Et comment savoir, à contrario, que vous n'avez pas oublié quelque chose d'important? La fameuse angoisse, certes, j'ai 300 arrêts, mais c'est peut-être le 301e arrêt qui est important, mais si vous continuez comme ça va jusqu'à l'infini. Vous ne vous arrêtez plus parce que vous avez peur d'avoir oublié quelque chose. Le troisième enjeu, on pourrait l'appeler, bien que le terme ne soit pas complètement approprié, c'est un enjeu cognitif, c'est-à-dire que
les données que vous recueillez décident de la durée de pertinence de vos analyses. C'est-à-dire, c'est le problème d'obsolescence de la recherche. Et vous savez qu'en droit, les thèses se périment rapidement parce que les données évoluent rapidement. Donc lorsqu'on sélectionne les bonnes données, on a plus de chances pour que la thèse tienne dans le temps. C'est-à-dire qu'on puisse encore vous lire en 2050. Et je suis sûr que toutes les thèses qui sont écrites aujourd'hui en droit, on ne pourra plus les lire même avant 2050. Quatrième enjeu, c'est un enjeu heuristique, c'est-à-dire qui aide à la découverte. Disposer d'une véritable méthode pour sélectionner les données permet d'être guidé dans les données et donc de savoir vers quel type d'arrêt, quel type de ressources jurisprudentielles je dois me diriger. Bref, cela me permet de ne pas prendre des arrêts en quelque sorte de façon plus ou moins aléatoire en fonction des mots-clés que j'ai tapés dans les moteurs de recherche, mais d'être capable de cibler précisément la donnée, l'information dont j'ai besoin pour vérifier la pertinence de ma thèse, la pertinence de mes analyses. Bref, on répond à la question, qu'est-ce que je dois chercher? Et enfin, le dernier enjeu qui est à mon sens le plus important et qui est sans doute le cœur de ce que je vais vous expliquer, c'est un enjeu épistémologique. Vous savez que le terme épistémologie signifie simplement théorie du savoir ou théorie de la connaissance. C'est plutôt un terme qui est utilisé dans les sciences dites dures, les sciences expérimentales comme la physique ou la biologie. En droit, on a contesté l'usage du terme épistémologie en considérant que le droit n'est pas une science. Mais bon, c'est pratique de parler d'épistémologie plutôt que de parler de théorie du savoir ou théorie de la connaissance. Donc j'utiliserai encore le terme tout au long de mon exposé, en entendant par épistémologie tout ce qui a trait en fait au savoir, à la recherche, à la connaissance. Donc d'un point de vue épistémologique, c'est l'enjeu le plus important, c'est la validation ou la validité de vos propositions ou de vos hypothèses. Comment est-ce que je peux vérifier ce que je soutiens? Comment je peux vérifier mon hypothèse? Donc la méthode que je vais vous exposer, que je vais vous proposer, c'est une méthode de validation et de vérification de vos hypothèses et de votre thèse. Alors, justement, ça je m'en expliquerai tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une validation de type expérimental au sens scientifique du terme, puisqu'en fait, en droit, comme vous le savez, on ne fait pas d'expérience comme il peut en exister dans d'autres domaines, comme la physique et dans une moindre mesure, des analyses empiriques, par exemple en sociologie. Donc voilà les enjeux pragmatiques, méthodologiques, cognitifs, heuristiques, épistémologiques. Alors, pour comprendre l'intérêt de ce que je vais vous présenter, il faut comprendre la façon dont on résout habituellement cette question. C'est-à-dire, lorsqu'on est face à des données jurisprudentielles, comment est-ce qu'on raisonne? La première façon de traiter le problème, c'est l'étude exhaustive. C'est-à-dire qu'on cherche à collecter toutes les données. On cherche à collecter toutes les données. C'est l'idée que rien ne manque dans la thèse, on a tout vu. C'est encore une méthode qui, à mon sens, était possible au milieu du XXe siècle, lorsque le rythme des publications, de diffusion de l'information n'avait pas encore été gagné par la fièvre numérique. C'est une méthode qui, aujourd'hui, est encore possible si vous avez un sujet extrêmement pointu. Par exemple, si vous étudiez le déni de justice, des arrêts de la Cour de cassation sur le déni de justice, je n'ai pas fait la recherche, mais peut-être que dans les 10 dernières années, il se compte sur les doigts de la main. Donc là, forcément, vous pouvez être exhaustif si vous avez simplement 40 arrêts à sélectionner. Maintenant, l'exemple inverse extrême, si vous faites une thèse sur la cause dans le contrat, ça va être difficile d'être exhaustif, ou alors peut-être ça va vous prendre toute votre vie. Donc, aujourd'hui, on est resté finalement sur ce présupposé, qui est le présupposé, allez, j'ose le dire, du XXe siècle,
mais à mon avis qui est plus valable depuis la profusion des données et la mise à disposition des données. Alors, par la voie numérique. Alors, d'où la deuxième tentation, je pourrais quasiment dire, c'est que puisqu'on a beaucoup de données, autant les exploiter en totalité, c'est-à-dire étudier ce qu'on appelle les masses jurisprudentielles. Et vous avez des travaux très intéressants qui ont été faits, même avant le 21e siècle, à la fin du 20e, au début des années 90 ou 2000. Vous avez des travaux très intéressants qui ont été faits où on a cherché à faire des analyses statistiques de la jurisprudence sur des contentieux particuliers, par exemple le bail d'habitation ou le contentieux des impayés, etc. Mais justement, ce type d'étude, c'est une étude de type sociologique. Donc ce que vous étudiez, ce n'est pas la jurisprudence, c'est le contentieux, c'est complètement différent. Et vous avez beaucoup de décisions de justice, d'arrêts, qui, d'un point de vue contentieux, sont importants pour les personnes qui vivent le procès, mais qui, d'un point de vue de la recherche, ne nous intéressent pas, sauf si on fait une étude sociologique. C'est-à-dire, si vous faites une étude, je ne sais pas, par exemple, du divorce, connaître en fait toutes les décisions de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur les cas de divorce, ils sont déjà dans la loi, qu'est-ce que ça va vous apporter comme information déterminante? Normalement, rien du tout, sauf si vous voulez faire en fait une analyse particulière et située pour comprendre en fonction des caractéristiques des couples, des personnes et du juge, ce que le juge peut être enclin à décider. Bon. Donc, l'existence de grandes masses jurisprudentielles peut nous conduire à la tentation, voire à la décision d'employer des outils de type sociologique. Mais dans ce cas-là, vous faites une thèse de sociologie du droit. Et il faut utiliser les outils qui correspondent à la sociologie du droit. Vous ne faites plus une thèse dite de droit positif. Donc la solution que je vous propose, et c'est maintenant tout ce que je vais développer, c'est la méthode des cas critiques, c'est-à-dire que la solution, c'est d'étudier les cas critiques. Alors qu'est-ce que j'entends par étudier les cas critiques? L'idée, elle est simple. Il faut sélectionner les cas rares qui sont décisifs pour discuter des propositions. Donc je vous le redis, parce que c'est toute l'idée que je vais développer et que je vais commenter. Il faut sélectionner les cas rares qui sont décisifs pour discuter des propositions. Donc l'idée, c'est d'analyser la jurisprudence à partir de la rareté plutôt que de l'analyser à partir de la normalité. Alors ça peut vous paraître étrange, mais on a un grand juriste qu'on connaît tous, qui s'appelle Jean Rivero, grand publiciste, qui s'est rendu célèbre pour son article dans les années 50, au début des années 50, qui s'intitule « Apologie des faiseurs de système », où il défend en fait la méthode doctrinale. Mais là, c'est une citation en fait de Rivero que je tire de la préface à une thèse qui s'appelle « Le contrôle de l'État sur les entreprises nationalisées », mais peu importe. Donc je vous lis, parce que Rivero, sans l'avoir conceptualisé, théorisé, formalisé, exprime exactement cette idée. Et ce que je vais faire en réalité, c'est commenter ce qu'il dit en vous l'expliquant et en le fondant d'un point de vue théorique, méthodologique et épistémologique. Donc ce que je vais faire, c'est donner la consistance, le fondement et l'arrière-plan de ce que dit Jean Rivero. Donc je vous lis, voilà ce qu'il dit. Je cite, « La pièce rare, la curiosité juridique peut en apprendre beaucoup plus sur la technique du droit et les méthodes de raisonnement que la question à longueur de journée plaidée et jugée. Il y a dans l'océan plus de sardines que de sélacantes. » Donc en fait, vous savez, c'est cette espèce d'animal en fait quasi préhistorique qui a plusieurs millions d'années et qui se trouverait principalement près des Comores. Donc il y a dans l'océan plus de sardines que de sélacantes, mais l'étude du sélacanthe apporte plus à la science que celle de la sardine. Après, peut-être moins beau, hein, je n'ai pas goûté ce qu'est la chair du sélacanthe. Le juriste a non seulement le droit, mais l'obligation de choisir ses sujets de recherche
en fonction de ce qu'ils peuvent ajouter à la connaissance des phénomènes juridiques. Et il conclut, la pratique n'y perdra rien, le retour aux fondamentaux est en général la seule méthode qui lui permette de se désembourber. Autrement dit, ce que nous dit Rivero, c'est qu'en étudiant ce qui est rare, non seulement j'ajoute aux connaissances existantes, mais pas simplement en ayant découvert le c'est la Kant juridique, mais je vais ajouter, grâce à l'analyse du cas rare, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'en plus, l'analyse du cas rare n'est pas simplement en fait une curiosité de chercheur malade qui serait en fait absolument obsédé par des choses qui ne se passent jamais et qui aurait un souci quasiment pathologique du détail. Non, ce qu'il nous dit, c'est que c'est utile pour la pratique. Donc maintenant, c'est ce que je voudrais vous expliquer. Je vais développer tout le reste de mon propos en 3 points. Je vais d'abord vous parler de la méthode des cas critiques. Donc je vais l'expliciter d'un point de vue conceptuel et théorique, et en prenant des exemples très concrets de recherches qui ont été effectuées selon cette méthode. Ensuite, dans un second temps, j'apporterai des précisions terminologiques qui permettra en fait de situer la méthode des cas critiques à l'aune d'autres méthodes qui pourraient y ressembler, mais qui ne s'assimilent pas totalement à la méthode des cas critiques. Et enfin, dans un troisième point, j'apporterai des précisions de nature épistémologique en comparant cette méthode avec d'autres méthodes qui existent dans les sciences cognitives, voire en philosophie. Donc tout d'abord, le plus important, la méthode des cas critiques, c'est le premier point. Je le répète, ce que je vous propose, c'est une formalisation originale. À mon sens, ne cherchez pas l'expression méthode des cas critiques, à mon sens, en fait, elle n'existe pas. Je l'ai forgée pour les besoins de la cause. Donc on peut considérer que j'en suis l'inventeur, au moins provisoire. Mais si la terminologie est nouvelle, elle est nouvelle dans le droit, on verra en fait qu'elle existe tout à l'heure, on verra qu'elle existe dans d'autres domaines du savoir, et surtout, elle est nouvelle dans la présentation, mais elle n'est pas nouvelle dans son existence, c'est-à-dire que c'est une méthode qui implicitement a toujours existé. Et vous verrez, tout à l'heure je vais vous prendre des exemples, elle a même existé, elle existe depuis le droit romain en réalité, cette méthode. Mais les personnes qui l'utilisent n'étaient pas consciente de cette méthode. C'est tout à fait possible d'utiliser une méthode sans être conscient d'une méthode. L'exemple le plus simple que je peux vous prendre, c'est que vous pouvez parfaitement parler une langue sans connaître les règles de grammaire. Donc, il n'est pas nécessaire de connaître la grammaire d'une connaissance pour utiliser cette connaissance. Et vous pouvez très bien savoir conduire sans savoir apprendre aux autres à conduire, c'est-à-dire en fait avoir une méthode explicitée de la conduite. Donc, vous pouvez conduire de manière intuitive, bref, apprendre, comme on le dit vulgairement, sur le tas. Donc la méthode des cas critiques, elle s'oppose à 2 autres méthodes, c'est important de le dire pour bien vous comprendre qu'on est bien dans un modèle théorique particulier. Elle s'oppose à l'étude sociologique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc elle s'oppose à l'étude du contentieux, de la réalité pratique du contentieux. Et elle s'oppose aussi, et ça c'est beaucoup plus important, elle s'oppose à l'étude des grandes tendances du droit positif. Vous avez beaucoup de thèses où le chercheur, le doctorant, le futur docteur se donne pour but, pour objectif, de dégager les grandes tendances de la jurisprudence. Le juge punit les mauvais comportements, le juge récompense la bonne foi. Ce sont les grandes tendances du contentieux. Donc en fait, on est à la limite en fait, d'une espèce d'analyse sociologique, mais sans la rigueur et les méthodes de la sociologie. Et comme c'est des grandes tendances, eh bien, on étudie en général et dans l'ensemble la jurisprudence, puis si on a oublié quelque chose, c'est pas très grave. Hein. C'est un peu, si vous voulez, comme si vous étudiez, je sais pas, la connexion printemps-été, donc quelles sont les grandes tendances. Bon, peu importe finalement, si vous n'êtes pas allé concrètement dans tous les magasins, chez tous les fournisseurs, étudier chaque veston, chaque pantalon, donc on voit les grandes tendances. Donc on est à l'opposé de ça, puisque l'objectif de la méthode des cas critiques, c'est de fournir des concepts opérationnels, donc on n'est pas dans des grandes tendances, mais construire des concepts opérationnels pour la décision juridique, c'est-à-dire, soyons très concrets, pour trouver une solution à un problème. Donc la recherche vise à construire un concept
qui permet de résoudre des problèmes qui sont mal résolus dans la pratique. Donc un concept opérationnel, c'est-à-dire un concept que le juge peut utiliser. Donc ce n'est pas un concept de théoricien, ce n'est pas un concept spéculatif, mais c'est un concept qui résout des problèmes pratiques, qui répond à des questions pratiques. Alors, vous connaissez intuitivement un cas célèbre, plusieurs cas célèbres, mais vous connaissez plusieurs cas célèbres qui sont des cas critiques. Par exemple, si je vous parle du fœtus, c'est critique parce qu'on ne sait pas si c'est une personne ou si c'est un embryon. Donc c'est un cas critique. Seulement cet exemple, ce n'est pas le meilleur parce que dans l'analyse de savoir ce qu'est le fœtus, une chose ou une personne, il y a une difficulté conceptuelle à savoir ce qu'est une personne en droit, même de manière plus générale, il y a une difficulté conceptuelle sur le fait de savoir ce qu'est une personne. Donc là, on est aux confins de l'analyse philosophique. Donc l'exemple, il est peut-être parlant, mais ce n'est pas le meilleur exemple pour parler de la méthode des cas critiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'autres exemples plus techniques, mais qui sont dans le même esprit. Et donc, la méthode des cas critiques, c'est une méthode des cas et c'est une méthode critique. Donc, on va expliquer successivement ces deux aspects. Donc, c'est une méthode des cas, donc c'est une méthode casuistique et c'est une méthode critique. Alors, d'abord, c'est une méthode des cas, donc c'est une méthode casuistique. Qu'est-ce que la casuistique? Si on doit définir la casuistique de la manière la plus simple possible, c'est un raisonnement par cas. Donc la casuistique, c'est le fait de raisonner par cas. Vous connaissez déjà des disciplines qui sont casuistiques. La grammaire, par exemple, vous avez des cas de conjugaison, avec des exceptions. La théologie morale, vous avez des cas où on raisonne, il est interdit en fait de tuer une personne, mais dans certaines circonstances, on peut tuer pour se défendre, et c'est des catégories d'ailleurs qui sont reprises dans le droit pénal. La médecine raisonne sur des cas, chaque patient en fait est unique, et chaque expression symptomatologique d'une maladie est unique. Et enfin, la jurisprudence raisonne sur des cas. La jurisprudence, ce sont des cas que le juge a réellement rencontrés et qu'il a dû réellement trancher. Donc ça, c'est le concept global de casuistique. Mais au sein du concept global de casuistique, je voudrais distinguer plus finement lorsque le cas est un moyen et lorsque le cas est un objet. Et moi, je vais m'intéresser au fait que le cas est un objet. Alors, quand est-ce que le cas peut être un moyen? Éliminons d'abord cette partie de la casuistique. Le cas est un moyen lorsqu'il permet d'argumenter. C'est-à-dire que je peux réaliser une argumentation casuistique, c'est-à-dire une argumentation à partir de cas. Alors, vous connaissez intuitivement l'expression raisonner au cas par cas. Donc quand je raisonne au cas par cas, à chaque cas, sa solution, donc je renouvelle les solutions à chaque cas. C'est ce qu'on appelle une casuistique de conception. C'est une casuistique qui, dans les sociétés occidentales, a quasiment disparu, qui persiste encore dans certaines sociétés traditionnelles, et encore, les chercheurs ne sont pas sûrs que ce soit une véritable casuistique de l'à-propos, c'est-à-dire que le juge renouvelle réellement sa solution à chaque cas. Mais au-delà de cette casuistique de conception, on peut avoir une casuistique de formulation où les cas concrets sont utilisés comme des modèles pour argumenter. Par exemple, dans le Code pénal français, la définition que l'on a donnée du vol suppose nécessairement qu'on déplace matériellement une chose, parce que c'est une soustraction de la chose. Ce qui fait que lorsqu'on a dû résoudre le problème du vol d'électricité, on a été ennuyé parce qu'on se posait la question de savoir si l'électricité c'était une chose. Et lorsque, il y a peu de temps, à Marseille, certaines personnes avaient détourné l'usage d'un parking, ça ne pouvait pas être un vol, parce que même si elles avaient détourné l'usage d'un parking en faisant payer en fait, directement les personnes qui voulaient se garer et en ayant au préalable en fait, endommagé le système électronique de barrière électronique, ce n'était pas un vol parce que forcément on ne peut pas voler un immeuble. On ne peut voler forcément qu'une chose meuble. Bon. Donc là on raisonne, en fait, le vol il est construit sur ce cas, alors ce n'est peut-être pas le meilleur exemple le vol, parce que le vol c'est une définition abstraite, mais disons que si on devait donner un cas de vol typique, c'est le vol à l'étalage. Voilà, il y a quelque chose qui est présent à l'étalage, je le prends, je m'en saisis, je pars avec, c'est un cas typique de vol. Bon.
Donc là, le cas, c'est un moyen, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je m'écarte de ce cas central du vol, par exemple, quand je vais regarder le vol d'électricité ou que je vais être proche du vol d'immeuble, je vais être moins proche du cas central, donc je vais avoir des difficultés à argumenter ma solution. Donc casuistique comme argumentation. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la méthode casuistique. C'est-à-dire lorsque le cas est un objet. Et dans la thèse, le cas est un objet. C'est-à-dire qu'on étudie des cas, soit première possibilité pour enseigner. Vous avez en fait, la méthode des cas est une véritable méthode d'enseignement qui est beaucoup utilisée d'ailleurs en fait en gestion, qui a fait le succès de Harvard, parce que c'était une méthode qui avait été importée de la chimie dans le droit, donc qui a fait le succès à la fin du 19e siècle, début du 20e de cette université. Mais ce dont je voudrais vous parler, ce n'est pas en fait d'une méthode d'enseignement, parce que vous faites de la recherche pour l'instant, même si vous faites de l'enseignement, mais principalement la thèse, c'est la recherche, mais c'est que la méthode casuistique, ça peut être une façon de penser, c'est-à-dire une façon de rechercher les cas critiques. Donc, j'insiste sur un point très important. Ce n'est pas parce que vous utilisez la méthode des cas critiques que vous êtes forcément dans une argumentation de type casuistique. Donc, vous pouvez utiliser la méthode des cas critiques sans faire de la casuistique au sens historique du terme. C'est-à-dire débattre sur le fait que si j'ai fait un vœu de célibat, eh bien, je peux coucher avec une femme parce que je n'ai pas fait un vœu de chasteté. C'est en fait une forme d'argumentation casuistique. Jésuistique, dirait-on. Bon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si la méthode des cas critiques peut vous permettre de développer une argumentation de type casuistique, l'un n'implique pas nécessairement l'autre. Donc vous pouvez avoir en fait une méthode des cas critiques tout en raisonnant de manière conceptuelle. Donc c'est pour ça que la méthode casuistique n'implique pas nécessairement une argumentation de type casuistique. Alors sur toutes ces questions assez compliquées sur la casuistique, le but c'est pas de vous faire un cours sur la casuistique. J'ai écrit il y a peu de temps, en 2017, au recueil Dalloz, un article très court qui fait 6 pages qui s'appelle « Apologie de la casuistique juridique ». Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le lire au recueil Dalloz et il est disponible sur les archives ouvertes, HAL, H-A-L. Donc vous pourrez le consulter, dedans il y a toutes les références si la casuistique vous intéresse. Donc c'est une méthode casuistique, mais c'est surtout une méthode critique. Et là je suis obligé de vous citer une autre référence qui est fondamentale, qui vient d'un historien du droit, qui s'appelle Ian Thomas, dont le nom s'écrit exactement comme le prénom, et qui a écrit un article qui s'appelle « L'extrême et l'ordinaire, remarque sur le cas médiéval de la communauté disparue ». Donc l'extrême et l'ordinaire, remarque sur le cas médiéval de la communauté disparue. Vous pouvez trouver cet article dans un ouvrage qui s'appelle « Pensée par cas », mais qui a été reproduit dans un recueil des articles de Ian Thomas qui s'intitule « Les opérations du droit », qui est beaucoup plus facilement accessible, qui a été publié chez Gallimard en 2011, donc « Les opérations du droit ». Donc l'extrême et l'ordinaire, remarque sur le cas médiéval de la communauté disparue. De quoi parle Ian Thomas? Il parle du cas de la communauté disparue, c'est-à-dire en fait du cas où vous avez une communauté monastique qui détient des biens et où, à la suite par exemple d'une épidémie de peste, tous les moines meurent. Question, est-ce que le monastère reste propriétaire des biens ou est-ce que les biens doivent faire retour à la papauté? Est-ce que le pape dit, il n'y a plus personne, donc je récupère les biens, ou est-ce que le monastère reste propriétaire des biens? Donc vous voyez, c'est un cas critique, pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une hypothèse limite. Il n'y a plus personne. Donc, est-ce que lorsqu'il n'y a plus personne, on peut considérer que malgré tout, les biens appartiennent au monastère, puisqu'il n'y a plus personne? Alors, nous, juristes contemporains, français, on a un réflexe.
C'est le fait de dire, oui, mais le monastère a peut-être la personnalité juridique. Eh bien justement, historiquement, l'idée de personnalité juridique a été créée à l'occasion de ce cas. Donc l'histoire du concept de personnalité juridique provient de ce cas. Et c'est ce que Yann Thomas montre dans cet article. Donc ce que je veux vous montrer, surtout c'est ce que Yann Thomas nous montre dans cet article, c'est que l'idée de personnalité juridique, initialement, n'a pas été conçue pour expliquer les cas normaux, mais le cas exceptionnel où il n'y a plus de moines dans le monastère. Et donc si le monastère il a la personnalité juridique, forcément il reste propriétaire de ses biens. Parce que les biens appartiennent au monastère et non pas aux moines qui composent le monastère, exactement comme nous aujourd'hui, on sait très bien que dans une société qui a la personnalité morale, les biens appartiennent à la société et non pas aux associés. Mais justement, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce que montre Yann Thomas. C'est-à-dire que si vous êtes capable de construire un concept pour l'exceptionnel, vous pouvez expliquer aussi les cas normaux. Et toute la puissance de la méthode des cas critiques se situe justement dans ce passage de l'exceptionnel au normal. C'est-à-dire que le normal est contenu dans l'exceptionnel par une forme de raisonnement a fortiori. C'est-à-dire que, à l'inverse de ce qu'on peut penser intuitivement, c'est l'exception qui contient la règle. Oui, vous avez bien entendu, je le répète, c'est l'exception qui contient la règle. Puisque dans le cas où il n'y a plus personne, la personnalité juridique permet également d'expliquer le cas où il y a tout le monde. Et explique le fonctionnement normal de l'institution. Donc comme le dit Thomas, je le cite, donc c'est tiré en fait de son article, on installe d'emblée le cas ultime au principe de tous les cas possibles. Donc je répète, on installe d'emblée le cas ultime au principe de tous les cas possibles. Le cas ultime, qui est le cas critique, et j'aimerais simplement vous très rapidement insister sur la portée de ce mot critique, parce que ce mot critique, en fait, il vient du grec, krisis, et krisis en grec, cela signifie séparer, distinguer, et cela renvoie également au jugement. Le verbe krinen en grec signifie juger. Donc pourquoi? Parce qu'un jugement, c'est ce qui distingue. Si vous avez en fait un bon jugement, vous êtes capable de distinguer le bon grain de l'ivraie, ce qui a l'apparence en fait de la bonté, de ce qui est réellement bon. Donc la critique au sens étymologique, c'est ce qui implique le jugement, c'est-à-dire ce qui implique une décision, un choix. Exactement comme le juge doit trancher un litige, c'est une décision de justice. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le mot critère a la même racine que le mot critique. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un critère? Un critère, c'est un outil intellectuel qui vous permet de juger. Donc, lorsqu'on vous dit comment est-ce que je sais qu'un contrat est valable? Eh bien, le Code civil énonce des critères pour reconnaître un contrat valable. Et c'est ces critères qui me permettent de juger, donc d'être critique au sens étymologique du terme. Et d'ailleurs, c'est une idée qu'on a complètement perdue aujourd'hui, parce que être critique aujourd'hui, c'est négatif. Mais là, j'entends la critique dans son sens premier, dans son sens théorique. Et que vous retrouvez quand on dit de quelqu'un, en fait, aujourd'hui, que c'est un critique littéraire, ça ne veut pas dire qu'il va dire du mal de tout ce qu'il va lire. Ça veut dire que justement, si c'est un critique littéraire, il va être capable de faire la part entre la bonne littérature et celle qui est mauvaise. Donc un critique littéraire, il est capable aussi de dire du bien de ce qu'il lit. Ou alors il est aigri. Donc, le critère, c'est ce qui permet de juger et de distinguer. Donc vous voyez qu'un critique, c'est une personne qui juge. Donc la méthode des cas critiques, c'est une méthode qui permet justement de distinguer, de juger et d'élaborer des critères
donc, qui permet donc d'élaborer un outil intellectuel pour juger. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça a l'air bien, mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est ça la question? Oui, je l'ai testé pour vous. Je ne l'ai pas testé pour vous après avoir élaboré la méthode, mais j'ai d'abord cherché de cette façon sans savoir que c'était la méthode des cas critiques, et ce n'est que par une réflexion rétrospective que j'ai formalisé ma propre recherche. Exactement d'ailleurs comme Michel Foucault l'a fait, c'est-à-dire qu'il a écrit l'archéologie du savoir après avoir écrit des œuvres majeures, donc sa thèse de doctorat et d'autres œuvres, qui ne portaient pas en fait sur sa méthode, mais il a dégagé sa méthode après avoir fait ses recherches. Donc je vais vous prendre des exemples de recherches que j'ai déjà effectuées. Je ne peux pas prendre des exemples dans des domaines que je ne maîtrise pas, donc je suis désolé pour ceux qui seraient internationalistes ou administrativistes, donc je vais prendre des exemples de droit civil, mais parce que comme c'est une de vraies recherches, je dois vous parler de quelque chose que je connais vraiment, hein, donc je ne vais pas inventer des solutions, vous n'allez pas me donner un sujet, la méthode des cas critiques, ce n'est pas une solution miracle. Alors je vais vous prendre un premier exemple qui est simplement issu de ma thèse de doctorat, qui portait sur l'inexécution du contrat. Et en général, quand vous ouvrez les ouvrages, on vous dit que l'inexécution du contrat, c'est une faute. Parce que la méconnaissance d'une obligation, c'est fautif. Donc l'inexécution du contrat est une faute. Sauf que cette définition ne marche pas dans un cas critique, qui est le cas des obligations de ne pas faire. C'est très simple. Imaginez que vous ayez travaillé chez, j'allais dire un grand groupe, donc vous avez un contrat de travail et vous avez une clause de non-concurrence qui vous interdit d'aller travailler chez le concurrent parce qu'en fait vous avez appris des méthodes particulières et votre employeur ne veut pas que vous transfériez par exemple ses connaissances à son concurrent. Donc vous avez une clause de non-concurrence qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Et puis vous vous en moquez éperdument et malgré tout vous travaillez. Ou alors vous êtes un médecin, vous rachetez une clientèle, enfin vous vendez une clientèle et vous vous réinstallez en fait en face. Donc ce qui fait que tous vos anciens patients en réalité, vous continuez à aller chez vous et ce que vous avez vendu, c'est du vent. Bon. Le seul fait de faire de la concurrence est une inexécution de l'obligation. Le seul fait que le médecin qui a cédé sa clientèle, ou sa patientèle, qui a cédé en fait sa clientèle civile, puisque maintenant c'est reconnu par la jurisprudence, et se réinstalle en face, il commet une inexécution du contrat, c'est clair. Et ce seul fait est suffisant. Mais si c'est une inexécution du contrat et que ce seul fait est suffisant, ça signifie que ce seul fait est suffisant pour attribuer des dommages et intérêts. Vous voyez peut-être pas encore où est le problème, mais je vous l'énonce. C'est que si l'inexécution c'est une faute, dans ce cas-là, comment se fait-il que sur la base de la seule faute, vous puissiez attribuer des dommages d'intérêt? C'est impossible. Ou alors, vous avez une conception punitive de la responsabilité, où les dommages et intérêts se mesurent à partir de la faute, mais on sait très bien que ce n'est pas la conception du droit français, cela sera peut-être avec la réforme de la responsabilité, et encore de manière mitigée, c'est la conception américaine, hein, les dommages et intérêts punitifs, mais ce n'est pas la conception française. En France, les dommages d'intérêt, ils réparent forcément un dommage. Donc comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce problème? Vous avez deux possibilités. Soit vous dites, oui, mais ça n'arrive que dans le cas des obligations de non-concurrence. Donc c'est pas grave. Donc on ne s'occupe pas des obligations de concurrence, c'est un cas particulier. Soit vous utilisez la méthode des cas critiques. Et vous dites, mais justement, c'est comme l'histoire du monastère. Il faut que le concept explique le cas exceptionnel et le cas normal. Donc qu'est-ce que c'est qui peut justifier qu'on attribue des dommages et intérêts? Ben, il faut qu'il existe rationnellement un dommage. Donc vous posez en hypothèse que l'inexécution est un dommage, et c'est ce que j'ai fait dans la thèse. Et ensuite j'ai montré qu'en définissant l'inexécution comme un dommage, on pouvait expliquer tous les autres cas d'inexécution, et que le critère du dommage expliquait même mieux la différence entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Deuxième exemple. Je suis désolé, c'est encore un exemple de droit des obligations. Mais vous savez
que désormais le Code civil, depuis la réforme de 2016 des obligations, a consacré une construction jurisprudentielle qui s'appelle la compensation pour connexité. Donc vous savez ce qu'est la compensation? C'est lorsque vous êtes mutuellement créancier et débiteur. Donc si vous me devez 100 € et que je vous dois 100 €, au lieu qu'on se paye chacun les 100 €, on considère que les dettes s'éteignent en fait automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Donc la doctrine analyse la compensation comme un double paiement inconscient, donc qui évite en fait un transfert fastidieux de valeur. Seulement, dans le Code civil, on a consacré une construction jurisprudentielle qui est la compensation pour connexité, qui n'est pas extinctive. Donc, ce qui est curieux, puisque normalement la compensation c'est un paiement et un paiement c'est extinctif. Donc si la compensation est un paiement, elle devrait être extinctive. Or, la compensation pour connexité peut être prononcée même si les créances ne sont pas liquides. Donc même si vous ne pouvez pas calculer la balance des créances et des dettes. Et cette solution, elle est consacrée par le législateur. Donc le juge peut prononcer la compensation sans éteindre les dettes. Paradoxal. C'est un cas critique. Donc, une fois de plus, vous avez deux possibilités. C'est le fait de dire, oui, mais c'est une exception. C'est seulement pour la compensation pour connexité. Et il y a même un auteur qui a dit, c'est le mystère de la compensation pour connexité. Au moins, c'est un mystère. Au moins, c'est un mystère, on ne s'interroge plus. Et soit vous utilisez la méthode des cas critiques. Et vous dites, mais non, moi, c'est pas la sardine qui m'intéresse. C'est ce poisson quasi préhistorique. Donc comment se fait-il que la compensation pour connexité puisse être prononcée alors qu'elle n'est pas extinctive? C'est une question que je m'étais posée, j'étais que chargé de TD, parce que j'avais la séance sur la compensation pour connexité. Et 8 ans plus tard, ça m'a pris du temps, mais 8 ans plus tard, j'ai écrit un article qui s'appelle « L'obligation comme garantie ». Et qu'est-ce que je dis dedans? Ce que je dis, c'est qu'en réalité, l'obligation a une fonction de garantie et que la compensation pour connexité n'est pas extinctive parce qu'en fait, lorsqu'on prononce la compensation, on gèle la créance, on la tient disponible, en quelque sorte, on la met au frais, si vous voulez, pour pas que les autres en fait, créanciers puissent appréhender l'argent et pour qu'une fois que la créance soit liquide, en quelque sorte qu'elle soit mûre, on puisse, nous, en tant que créanciers, venir l'accueillir. Donc en fait, on se garantit. Les créances et les dettes mutuelles se garantissent. Or, quand c'est un double paiement, la garantie n'apparaît pas parce qu'en fait l'extinction se fait à un trait de temps, mais lorsqu'en fait vous avez un décalage dans le temps de la liquidité ou du fait que les dettes sont chiffrées, on peut observer en quelque sorte la fonction de garantie à l'état pur. Et l'idée que j'ai eue, c'est de savoir, mais au fond, est-ce qu'il n'existe pas d'autres mécanismes de garantie en droit des obligations ? Et je me suis aperçu que l'action polienne, l'action oblique, l'opposition à partage, la nécessité du consentement dans la cession de dette, l'exception pour risque d'inexécution avaient toute une fonction de garantie. Et finalement, je me suis aperçu que c'était l'obligation elle-même qui était une garantie. Donc j'ai fait exactement ce que Yann Thomas explique dans son article. C'est-à-dire qu'en partant de l'exceptionnel, je suis revenu au centre, j'ai reconceptualisé et donné une nouvelle explication plus unifiée, plus satisfaisante de mécanismes qui étaient expliqués par d'autres voies, par d'autres théories, par la doctrine et dans le droit positif. Et donc je suis rentré pleinement, j'ai fait une véritable recherche, je suis rentré dans la controverse doctrinale. Donc je pourrais encore vous prendre d'autres exemples, j'en avais écrit d'autres, mais je ne veux pas être trop long. Là, j'ai déjà dépassé le temps que je m'étais imparti, donc je vais arrêter le développement des exemples pour passer en fait aux autres points rapidement. Mais j'aimerais terminer sur ce premier point qui était le plus important, qui était le plus long. Les deux autres vont être beaucoup plus courts, je vous rassure. C'est qu'on peut en tirer 3 conséquences. La première conséquence, c'est que le cas critique permet de construire un concept dans tous les cas. C'est-à-dire pour le cas critique, mais aussi pour le cas normal. Donc le concept atteint une exhaustivité alors qu'il n'est pas construit à partir de l'exhaustivité. Et c'est là que réside le trait génial de cette méthode, que je n'ai pas inventé, je le répète. Mais c'est là que réside le trait génial de cette méthode, c'est que vous êtes exhaustif à partir d'un échantillon. C'est extraordinaire.
Vous êtes exhaustif à partir d'un échantillon. Donc vous pouvez construire un concept génial avec 10 arrêts. Alors ensuite, il faudra vérifier que ça s'applique aux cas normaux, mais très vite, vous allez vous apercevoir si ça s'applique ou pas aux cas normaux. Et donc avec peu d'arrêts, vous pouvez construire des concepts qui sont efficaces pour beaucoup de cas. Première conséquence. Deuxième conséquence, c'est que le cas critique produit de la nouveauté théorique. Je ne définis plus l'obligation comme un vinculum iuris, un lien de droit, mais je définis l'obligation comme une garantie. Je définis la communauté disparue comme ayant la personnalité juridique, et je crée le concept de personnalité morale qui subsiste encore dans le droit moderne. Je ne définis plus une exécution comme une faute, mais je définis l'inexécution comme un dommage, etc. Donc on produit de la nouveauté théorique, donc on produit une proposition nouvelle. Vous savez que normalement, une thèse, elle est censée produire un savoir nouveau, donc être une production de savoir original. Troisième conséquence, le cas critique est fondé sur un problème pratique. Donc c'est bien un concept qui est construit à partir d'un véritable problème qui se pose réellement dans la pratique. Et donc, par extension, ça permet de résoudre tous les autres cas qui sont inclus dans le concept, selon, en fait, l'idée que l'exceptionnel est contenu, enfin, que l'exceptionnel, pardon, contient l'application des cas normaux. Alors, pour terminer, j'aimerais apporter quelques précisions terminologiques sur des termes, en fait, qui sont proches de la terminologie de cas critique, et terminer dans un troisième point, comme je l'avais énoncé, sur une très rapide précision épistémologique. Alors, tout d'abord, les précisions terminologiques. Quelle différence entre le cas critique, les cas difficiles, les cas limites, les cas marginaux et les cas cruciaux? Là, on rentre en fait dans la subtilité terminologique. Alors, je reprends tout dans l'ordre. Les cas difficiles, en anglais les hard cases, qui sont très populaires dans les théories de type common law. Donc on a les cas faciles, les cas difficiles, c'est moins populaire en France. Vous avez un auteur de théorie du droit qui est Ronald Dworkin, qui a construit quasiment toute sa théorie de l'interprétation autour de ce qu'il appelle les cas difficiles. Quelle différence avec les cas critiques? C'est que tous les cas difficiles ne sont pas critiques. Mais en général, tous les cas critiques, en revanche, sont difficiles. Pourquoi tous les cas difficiles ne sont pas critiques? Parce que vous pouvez avoir des cas difficiles qui sont difficiles pour une autre raison qu'une raison de catégorisation. Par exemple, l'affaire que prend en exemple Ronald Dworkin non, pas dans l'Empire du droit, mais dans Prendre les droits au sérieux, donc l'affaire Rix contre Palmer, mais parce qu'en fait j'ai eu une hésitation, parce que j'hésitais en fait entre son article en anglais qui s'appelle Hard Cases, et le fait qu'il était traduit ensuite en français par les cas difficiles et intégré dans un chapitre de Prendre les droits au sérieux. C'est pour ça que j'ai eu ce flottement. Mais peu importe, il en a bien parlé. Donc l'affaire Rix contre Palmer, c'est cette affaire où le grand-père fait un testament au profit de son petit-fils tue son grand-père, et la question se pose de savoir s'il peut hériter. Et Dworkin dit que c'est un cas difficile parce que les juges en fait hésitent, parce que forcément on profite de son propre meurtre. Mais si on applique strictement les règles aux États-Unis sur la validité des testaments, donc c'est une décision de justice du tribunal de New York à la fin du 19e siècle, bien si on applique en fait les règles sur la validité des testaments, le testament était valable. Mais ça c'est un cas difficile, mais c'est un cas moralement difficile. Ce n'est pas un cas critique. C'est-à-dire que ce n'est pas un cas qui se situe à la frontière de deux catégories. Donc c'est un cas qui est difficile, mais qui n'est pas critique. Tandis que le cas, par exemple, du fœtus, de savoir si c'est une chose ou une personne, il est à la fois difficile pour des raisons morales, mais il est aussi en fait critique pour des raisons conceptuelles, c'est-à-dire qu'on veut savoir si c'est une chose ou une personne. Tandis que là, dans l'exemple de Dworkin sur les cas difficiles, là, la difficulté, elle est de nature, si j'emploie un terme savant, axiologique, c'est-à-dire que c'est un cas qui est difficile en raison des valeurs qu'il met en jeu. C'est-à-dire que nul ne peut invoquer sa propre turpitude, vous connaissez le principe, il est universel. Les cas limites, quelle différence entre le cas critique et le cas limite? L'expression de cas limite nous vient aussi de l'anglais, borderline,
et a été popularisé dans le domaine de la psychopathologie pour diagnostiquer des personnes qui sont à la frontière de l'organisation psychique névrotique et psychotique. Donc en fait, ce sont un peu les ornithorynques de la maladie mentale. Donc on n'arrivait ni à les classer parmi les névrosés, ni parmi les psychotiques. Donc, du moins dans les théories psychanalytiques. Donc, mais les cas limites, dans le domaine médical, sont forcément critiques. Ils sont forcément critiques puisque le diagnostic médical, par définition, il est ce qu'on appelle différentiel. C'est-à-dire qu'il nécessite de distinguer les symptômes qui permettent de basculer de la qualification d'une maladie à une autre. Et je pense que cet aspect, il a suffisamment été popularisé par la série télévisée Dr House, qui d'ailleurs, en fait, dont le scénario a été élaboré à partir de revues médicales. Donc ce n'est pas les scénaristes qui ont inventé les cas, ce sont des vrais cas médicaux, mais qui ont été recherchés en fait, dans des revues médicales. Donc vous voyez très bien en fait, le jeu du diagnostic différentiel. D'ailleurs, vous voyez que ça ressemble énormément à la qualification juridique, puisqu'on se pose la question de savoir à partir de combien de conditions je dois remplir pour rentrer dans la catégorie. S'il manque une condition, je bascule dans une autre catégorie. Donc on a tout cet aspect du diagnostic différentiel. Donc les cas limites sont tous critiques. Les cas marginaux. Les cas marginaux, ce sont les cas qui sont peu fréquents, à la marge. Donc les cas marginaux ne sont pas forcément critiques. Ce n'est pas parce que le cas arrive peu souvent qu'il est critique. C'est-à-dire, pour prendre en fait un exemple assez, j'allais dire particulier, je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais le vol de rhinocéros, ça n'arrive pas tous les jours. Déjà, il faut se trouver dans un zoo, et puis je suppose que ça ne doit pas être si évident que ça de voler un rhinocéros. Bon, je suppose qu'il faut l'endormir avant, mais je ne sais pas où est-ce qu'il faut faire la piqûre. Mais bon, bref. Donc le vol de rhinocéros, je ne suis pas sûr que ce soit le quotidien des comparutions immédiates. C'est un cas marginal. Est-ce que c'est un cas critique? Non, c'est un cas de vol. On a simplement volé un animal. Maintenant, pour rester en fait dans l'actualité du droit pénal, vous savez qu'il y a eu cette fameuse affaire là, qui date d'il y a quelques mois d'une fillette qui a eu de 12 ans, qui a eu une relation sexuelle avec un adulte, et on a dit ce n'est pas un viol. Bon, ça a scandalisé toute l'opinion, on a proposé, là d'ailleurs il y a la loi qui vient de sortir, mais on n'a pas réussi à fixer le seuil du consentement, on a utilisé en fait une autre formule. Mais ça en revanche c'est un cas à la fois marginal et critique. Pourquoi? Parce que le viol en droit français, il est constitué s'il y a contrainte, menace ou surprise. Alors, est-ce qu'elle avait été contrainte? Non, elle avait librement consenti à la relation sexuelle. Est-ce qu'elle avait été menacée? Non. Est-ce qu'elle avait été prise par surprise? Non plus, parce que la définition qu'on a de la surprise dans la jurisprudence du viol, c'est la situation finalement marginale où vous avez des cas de la jurisprudence où la femme est endormie dans le lit, et il y a quelqu'un qui rentre par la fenêtre, qui se fait passer pour le mari, qui couche avec elle, et hop, elle se rend compte qu'en réalité, bon, ben, c'était pas son mari. Bon, mais il faut dire que ça n'arrive pas tous les jours, ça arrive plutôt dans les films d'ailleurs. Bon. Mais là, on était dans un cas critique, pourquoi? Parce qu'on est dans un cas qui nous oblige à penser la limite du concept de viol. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore viol lorsque je suis pleinement consentant? Alors vous allez me dire, oui, mais elle n'avait que 12 ans. Oui, elle n'avait que 12 ans, donc justement, ce qu'expliquait la défense, c'est qu'il fallait requalifier en agression sexuelle, puisqu'une relation consentie avec une personne qui a moins de 15 ans, c'est une agression sexuelle. Sauf que la différence, c'est que forcément, il y a une énorme différence sur les peines, puisque la qualification de viol est criminelle. Donc là, vous avez un cas qui est à la fois marginal et critique. Enfin, les cas cruciaux. Les cas cruciaux, ce sont des cas qu'on retrouve en fait dans les sciences dures, enfin c'est une expression qu'on retrouve dans les sciences dures, ce sont des cas qui sont décisifs pour séparer deux théories. Donc on parle d'expérience cruciale ou d'expérience critique. Alors par exemple, vous savez que pour se représenter la lumière, on a deux façons principales de se la représenter. Soit la lumière fonctionne comme une onde, c'est la théorie ondulatoire, donc on imagine en fait
que la lumière, en fait, elle se propage comme une onde, soit vous avez la théorie corpusculaire, c'est-à-dire qu'en fait, la lumière, en quelque sorte, elle est constituée de petites billes, en fait, qui se projettent, ou comme un jet d'eau, en fait, des gouttelettes d'eau qui se projettent. Donc, lequel de ces deux modèles est plus adéquat pour décrire la lumière? On n'a toujours pas réussi à choisir entre les deux, et on attend, en fait, une expérience cruciale qui permet de distinguer les deux théories. Bon, on a des expériences cruciales qui ont été réussies, en fait, dans l'histoire des sciences. Par exemple, pour l'héliocentrisme, avec l'observation des astres, on a pu décider de savoir si c'était la Terre qui tournait autour du Soleil ou si c'était le Soleil qui tournait en fait autour de la Terre. Donc, il existe des expériences cruciales qui permettent de départager deux théories. Donc tous les cas cruciaux sont critiques, mais en réalité, c'est normal, c'est la même racine, c'est la même fonction. Donc on pourrait dire que la méthode des cas critiques, c'est l'équivalent fonctionnel des expériences cruciales dans le domaine expérimental. C'est-à-dire que la méthode des cas critiques dans le droit, c'est l'utilisation de cas à la marge, c'est-à-dire rares, parce qu'en général les cas critiques sont rares, pour repenser la construction des concepts. Alors la conséquence de l'utilisation du cas critique, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous élaborez votre concept à partir des cas critiques et que votre concept explique aussi les cas normaux, du coup, vous pouvez rentrer dans la controverse doctrinale. Ça y est, vous avez quelque chose à dire. Vous faites partie maintenant véritablement de la recherche juridique. Vous pouvez rentrer en controverse. Vous avez une opinion différente de l'opinion dominante. Non pas parce que vous avez voulu à tout prix affecter, être une espèce de dandy de la recherche, avec une forme d'élégance artificielle, vous allez dire, mais moi je ne pense pas du tout comme les autres, de la même manière qu'on ne s'habille pas comme les autres, etc. Mais là c'est la recherche, j'allais dire, la recherche de l'exceptionnel pour l'exceptionnel. Non, là non, vous avez construit le concept, mais c'est fondé sur de véritables données. Donc vous êtes original pour de bonnes raisons. Vous n'êtes pas original parce que vous avez d'abord décidé d'être original. L'originalité, c'est un effet de la recherche et non pas en réalité ce qui a été le point de départ de votre recherche. Et donc vous pourrez ainsi montrer, et ce sera le but de la thèse, que votre concept explique mieux les données existantes parce qu'il va être plus inclusif, donc il inclut plus de cas, les cas normaux plus les cas critiques, et qui sera peut-être plus simple que les concepts existants. Je termine rapidement avec un dernier point, le troisième point, une précision épistémologique importante, générale, un problème général que je vous signale, je ne vais pas le traiter, parce que ça c'est vraiment un problème d'épistémologie, mais je vous le signale pour la bonne compréhension de tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'au fond, si je généralise tout ce que je viens de vous expliquer, ça pose quand même une question de fond assez redoutable. C'est-à-dire, est-ce que je dois penser un concept par les bords ou par le centre? Est-ce que je dois m'intéresser à ce qui représente le mieux un concept ou est-ce que je dois m'intéresser à ce qui est à la limite d'un concept, c'est-à-dire au cas frontière d'un concept, au cas critique? Est-ce que je dois penser un concept par les bords ou par le centre? Les théories de psychologie cognitive contemporaine du XXe siècle soutiennent en majorité qu'un concept doit se penser par le centre. Vous avez deux auteurs, mais il y en a énormément, mais je cite deux auteurs si cette question vous intéresse. Vous avez en fait une américaine qui s'appelle Eleanor Rosch, qui s'écrit R-O-S-C-H, qui est une américaine, et qui a popularisé ce qu'on appelle la théorie des prototypes. Donc qu'est-ce que c'est la théorie des prototypes? Tout simplement, elle a interrogé des personnes où elle leur demandait de donner des exemples d'une catégorie. Donc elle dit, par exemple, vous pensez à un animal, à quel animal vous pensez? Bon, c'est envers des Américains, donc l'animal, non, l'oiseau par exemple, pas l'animal, mais quel est l'oiseau auquel vous pensez? Elle s'est aperçue qu'en fait, ce qui arrivait en numéro 1, c'est le moineau. Si on demandait, donnez-moi un exemple de meuble, ce qui arrive en premier, en fait, c'est la chaise. Et donc, elle a montré que si je vous dis, donnez-moi un exemple d'oiseau, il y a très très peu de personnes qui vont vous dire l'autruche. Bon, bien que l'autruche soit un oiseau.
Et un auteur russe, dans la psychologie de l'enfant, la psychologie du développement, donc qui étudie la façon dont l'enfant construit sa pensée, et qui s'appelle Lev Vygotsky. Bon, je ne vais pas vous l'épeler, non si je vais le faire parce que c'est... Donc c'est V-Y-G-O-T-S-K-I, donc V-Y-G-O-T-S-K-I, donc qui est un russe qui a écrit Pensée et langage. Donc en fait en réalité c'est des notes qu'il a... Les notes de son cours qu'il a fait alors qu'il est mort très jeune, il est mort je crois avant 40 ans, c'est des choses même qu'il a écrites en fait à l'hôpital. Donc il a été popularisé par Piaget, qui est un épistémologue suisse constructiviste célèbre du XXe siècle. Et ce qu'explique donc Vygotsky dans Pensée et langage, c'est qu'un enfant, il construit d'abord des modèles concrets, et à partir de ce modèle concret, en fait, il agrège des objets qui lui ressemblent. Et souvent, vous savez que les enfants sont capables de poésie inattendue. Mais parce qu'en fait, ils n'ont pas justement encore des conceptualisations adéquates. Alors, je vais vous prendre un exemple. C'est que, dans un premier temps, en fait, c'est un peu la même chose que Karl Popper, finalement, dans les sciences. C'est-à-dire qu'un enfant, il va voir des canards qui ont tous, en fait, une certaine couleur, et il va associer la couleur des canards qu'il voit au concept de canard. Et donc, ensuite, il faudra qu'il observe des canards qui sont d'une couleur différente pour comprendre, en fait, que la couleur du canard peut varier. Bon. Mais maintenant, regardez, et c'est là qu'intervient la poésie enfantine. Imaginez cet enfant en fait qui voit un canard. Le week-end d'après, il assiste à un mariage et il s'aperçoit en fait que la mariée est habillée tout en blanc. Et la troisième semaine, il retourne au parc et il observe un cygne. Et là, il vous dit cette chose incroyable, le cygne